Dans la vie, ça doit être comme ça maintenant. Je suis ici, c'est tout ce que je veux. Et j'essaie de lui parler. J'essaie de garder contact avec lui parce que je veux lui parler depuis longtemps. Tu vois? Et je vais lui dire, ne te mêle pas des affaires du Brésil et surtout pas de la question électorale. Eh bien, c'est justement ce que j'allais demander parce que la menace est déjà lancée. Et s'ils s'en mêlent, ils vont perdre. Ils vont perdre, tu sais. Quiconque viendra donner son avis sur l'élection de ce pays va perdre. Parce que ce pays ne cède pas, malgré les négationnistes, malgré les traîtres à la patrie, malgré mon adversaire, ton frère là-bas, qui dit du mal du Brésil, qui dit des infamies contre le Brésil. Quiconque veut venir ici, qu'il vienne. Nous allons les vaincre. Et nous allons faire en sorte que ce pays soit très fier de sa souveraineté. Je n'ai pas de bombe atomique. Qu'est-ce que j'ai? La vérité, ma conscience et la vérité de mon peuple. Alors, je l'ai déjà dit, avec des mensonges, personne ne bat le Brésil. Et je vais vaincre les États-Unis sur le terrain du récit. Un manoir de 6,2 millions de reais au Lago Sul a fait exploser le patrimoine de Flavio. Pour ceux qui ne le savent pas, et je vais vaincre les États-Unis sur le terrain du récit. Et ce manoir de Flavio a fait en sorte que son patrimoine augmente, qu'il devienne beaucoup plus gonflé. Son patrimoine a augmenté de 370% entre 2018 et 2026, selon les déclarations qu'il a faites au tribunal supérieur électoral. Et la principale raison, c'est justement cette maison. Cette maison, elle a coûté 6 226 880,80 reais. Comme je l'ai dit, au Lago Sul, l'un des quartiers les plus huppés de Brasilia. Avant de vous donner plus de détails, je vais demander à notre équipe de mettre une petite vidéo montrant où se trouve ce lotissement, où se trouve la maison de Flavio. Montrez-nous ça. Regardez, ce bien immobilier de Flavio Bolsonaro a été acquis en 2021. Et lorsqu'il a acquis ce bien, il a versé un acompte de 2 870 reais et a financé 3 100 reais auprès de la BRB, avec un délai de 30 ans pour le rembourser. Sauf que le sénateur a terminé de payer le bien en 2024, seulement 3 ans après avoir fait cet achat. Donc, c'est ce bien qui a fait augmenter le patrimoine de Flavio Bolsonaro. Je vais vous dire, ils ont taxé le Brésil sur la base d'un mensonge. Ils ont inventé des mensonges et ont taxé le Brésil. Maintenant, à propos de taxer le Brésil, en parlant de travail, qu'on achète des produits issus du travail forcé d'autres pays, c'est en réalité une attaque contre la Chine. Nous ne nous occupons pas de la déforestation. Je suis allé à l'INPE la semaine dernière et je suis allé à São José dos Campos et j'ai pris une photo d'un graphique où le Brésil a réalisé la meilleure, la plus faible déforestation de l'histoire du Brésil qui a eu lieu maintenant ces 2 dernières années et demie. J'ai pris une photo et j'ai dit on va l'envoyer à mon ami Trump. Donc je les traite bien. Trump m'a très bien traité de façon très respectueuse. Je le traite aussi de façon très respectueuse. Quand j'ai rencontré Trump pour la première fois, j'ai dit Trump, nous sommes 2 jeunes de 80 ans. Nous dirigeons les 2 plus grandes démocraties, tu sais, de notre monde, de notre hémisphère. Nous devons transmettre aux autres l'idée du sérieux. La tranquillité, nous ne pouvons pas semer la confusion. C'est la relation que je veux avoir avec toi. Les yeux dans les yeux. Dire que vous allez taxer le Brésil parce que vous avez un déficit commercial, c'est un mensonge. C'est un mensonge de votre part. Parce que ces 15 dernières années, les Américains ont eu un excédent commercial de 415 milliards de dollars. Et pourtant, ils sont toujours là dehors. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Alors, j'ai entendu dire qu'ils voulaient envoyer 2 personnes ici pour étudier les urnes. Nous n'avons pas donné de visa de faire venir ces personnes au Brésil. Ils veulent maintenant que j'accepte précipitamment, tu sais, la lettre de créance de leur ambassadeur. Maintenant, seulement après les élections? Parce que si l'ambassadeur des États-Unis est important au Brésil, pourquoi ont-ils attendu 1 an et 6 mois? Eh bien, ils ont envoyé l'ambassadeur ici et veulent donc l'envoyer 45 jours avant les élections. Lors d'une après-midi de guerre, Pete Hegseth a déclaré que le gouvernement américain prévoit, en effet, des attaques terrestres contre les narcotrafiquants en Amérique latine. Cette annonce a été faite lors d'entraînements conjoints au Panama, menés entre les États-Unis et 18 autres pays. Ici, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a également affirmé que ces opérations pourraient avoir lieu, attention, partout où opèrent des groupes de narcotrafiquants. C'est un sujet pour Bettina Anton, qui arrive ici dans le studio de Connexion à São Paulo. Bettina, sois la bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette déclaration du secrétaire à la guerre des États-Unis, qui est vraiment grande gueule, n'est-ce pas? Il parle beaucoup, promet beaucoup, menace beaucoup, mais en fait, il semble, en Colombie par exemple,
Il y a un début d'accord, n'est-ce pas? C'est bien Bienvenue. ça. Merci, merci. Bonjour Colombo, bonjour à tous. Eh bien, nous savons que le gouvernement Trump adopte une posture de plus en plus militarisée vis-à-vis de l'Amérique latine. Et il a pris des mesures spectaculaires, des actions spectaculaires, comme l'explosion des bateaux là-bas dans les Caraïbes et aussi la capture du dictateur Nicolas Maduro en janvier. Maintenant, cette action, cette menace de mener des opérations terrestres contre des groupes de narcotrafiquants où qu'ils se trouvent, même si c'est une déclaration très percutante, elle ne devrait pas avoir d'effet ici au Brésil. C'est important de le souligner. Ce que disent les autorités américaines, c'est qu'elle devrait avoir un effet parmi les pays qui font partie de la coalition anti-cartel, qui fait partie d'un groupe plus large, le Bouclier des Amériques, qui est un groupe créé par Donald Trump justement pour traiter de la question de la sécurité ici en Amérique latine. Et toujours avec une vision très militarisée de ces actions. La grande question est la suivante. Ces actions militarisées pour combattre le trafic de drogue ont-elles un effet? Fonctionnent-elles vraiment? J'ai assisté à une réunion avec Trump, avec 4 personnes. Quand la réunion s'est terminée, j'ai dit aux gens, vous savez, Trump est le meilleur de tous. Oui, je veux voir cela plus sérieusement, avec moi. Donc, voilà. Nous sommes 2 chefs d'État, 2 hommes de 80 ans. Il dit qu'il se prépare comme moi. Ça n'en a pas l'air. Ne me dis pas que tu... Merci beaucoup. Eh, physiquement, tout. Alors, laissez-moi vous dire. Je veux maintenir une bonne relation avec les États-Unis. Je ne veux aucun conflit avec les États-Unis. Malheureusement, ils sont en train de faire, vous savez, ils inventent des mensonges sur le Brésil. Hier, nous avons invoqué la loi de réciprocité. J'ai vu. Pour montrer que nous aussi, tu sais, on n'est pas rien. Nous respectamos. Que eles querem, a gente quer também. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment effrayés, parce qu'ils ont déjà essayé un coup d'État, non? Et maintenant que Dieu seul sait ce qui s'est passé. Je sais ce qui peut arriver et je suis prêt à débattre de la défense du Brésil partout sur la planète Terre. Oui, on l'a vu au début du gouvernement de Donald Trump, le président Donald Trump lui-même menaçant de prendre par exemple le canal de Panama si le Panama n'abaissait pas les coûts pour les Américains. Maintenant, on voit Pete Hedges parler non pas de prendre le canal de Panama, mais surtout en soulignant que le canal de Panama ne contrôle pas correctement le transport qui y est effectué, là en lien avec le trafic de drogue. Alors voyez-vous aussi la possibilité que la politique de lutte contre la drogue soit utilisée pour atteindre d'autres objectifs, des objectifs plus structurels des États-Unis? Écoutez, c'est un point très bien soulevé, c'est un point préoccupant en raison de tout le nouveau contexte que nous vivons, n'est-ce pas? Les États-Unis ont adopté une posture très agressive par rapport à leurs ambitions dans l'hémisphère, et pas seulement en ce qui concerne le Panama. Par rapport au Canada, par rapport au Groenland, ils ont apporté des changements à cette doctrine traditionnelle. Ils l'ont de nouveau prise comme référence pour leur action. Et cet effort a le potentiel de transgresser politiquement la souveraineté des nations de l'hémisphère. Et il y a même la possibilité de transgression territoriale. Et la vérité, c'est qu'il ne m'est pas venu à l'esprit que l'incursion au Venezuela ait été acceptée par le président de ce pays à l'époque, n'est-ce pas ? Indépendamment de la nature du régime qui dirigeait le Venezuela, cela, dans le cadre de la législation du droit international et de la Charte des Nations Unies, constitue une transgression totale. N'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que des transgressions, la Charte des Nations Unies, ce n'est pas nouveau. Mais en ce moment, il y a effectivement une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'on cesse de l'utiliser comme référence, comme si elle n'existait plus et qu'elle ne servait plus de référence à rien. Les transgressions passées étaient commises, mal déguisées, je ne transgresse pas, je ne fais pas bien ou mal. Maintenant, non. Maintenant, les choses sont plus ostensibles. S'il est possible que quelque chose se produise ici au Brésil, voyons. Ce que je pense, c'est que nous, les Brésiliens, nous devons regarder cela de manière très concrète, cohérente. Je pense que c'est une question qui dépasse les limites de toute idéologie, qui dépasse
le gouvernement en place au Brésil et qui est une question d'ordre national. C'est quelque chose qui nécessite une réponse unie. Je pense aussi que des actions extérieures agressives contre des pays ont normalement le pouvoir d'unifier ce pays. Et en fait, cela fait longtemps que le Brésil a besoin de s'unifier davantage, d'arrêter avec une polarisation qui est destructrice, et cela n'autorise pas l'adoption d'actions concrètes et d'une planification à long terme efficace. J'espère que cette posture agressive de pays tiers contre le Brésil pourra nous amener à adopter des positions de plus grande cohésion nationale, car cela est très nécessaire pour défendre les intérêts souverains du pays. Quelles sont les chances que Flavio gagne l'élection? Cette question a été posée hier par des entrepreneurs réunis avec Kassab à Sao Paulo. Et Bruno va nous le dire. L'évaluation de Kassab sur la candidature de Flavio n'est pas des meilleures. Et pourtant, Kassab est un vétéran de l'analyse et de la lecture du paysage politique, n'est-ce pas Bruno? Oui, Rodrigo, c'est comme on dit. Quand tu vois le Centrão s'éloigner de Flavio, c'est qu'ils savent quelque chose que nous, gens ordinaires, ne savons pas. Eh bien, le président du PSD, Gilberto Kassab, est allé s'exprimer publiquement sur la situation de Flavio avec les partis du Centrão. Autrement dit, donner l'avis sincère de quelqu'un qui est au cœur des négociations. Lors d'une rencontre avec des entrepreneurs à Higienópolis à São Paulo, qui comptait d'ailleurs sur la présence de Ronaldo Caiado. Kassab a dit ce qui suit. Ouvrez les guillemets. Je ne suis pas d'accord pour dire que les partis du centre sont neutres. Je pense qu'ils sont avec Lula. Depuis 2 ans, je participe aux élections. Vous connaissez ma réputation pour prédire juste. Je peux vous dire que la chance que Flavio soit élu est nulle. Il n'a aucune chance, Rodrigo. Autrement dit, il a affirmé qu'il y avait 0 chance pour que le 0-1 gagne l'élection, a dit Gilberto Kassab. Il faut qu'on fasse un peu attention parce que c'est une analyse, oui. Il était réuni à huis clos, il faisait une lecture de la situation politique pour des chefs d'entreprise, pour des gens qui peuvent investir dans la campagne, des acteurs du marché, etc. Il fait l'analyse. Et c'est vrai qu'il a généralement raison dans ses analyses. Kassab, c'est ce gars qui était dans le gouvernement de Dilma. Et quand il a vu que le vent tournait, il a quitté le gouvernement, a soutenu la destitution et est passé du côté de Temer. Donc, il fait cette lecture pour savoir de quel côté le vent souffle. Et il dit, le vent ne va pas du côté de Flavio. C'était une analyse? Non. Il y a aussi du parti pris et une opération rhétorique pour essayer de démolir Flavio Bolsonaro. Pourquoi Gilberto Kassab fait-il cela? Parce qu'il veut encore imposer Caiado. Il en rêve. Je pense qu'il n'y a aucune chance que Caiado prenne la place de Flavio dans cette campagne. À moins qu'une photo de Flavio Bolsonaro n'apparaisse, regardez, dans des situations extrêmement embarrassantes. Ce qui n'est pas encore arrivé jusqu'à présent. Kassab, donc, en disant « La chance que Flavio gagne est nulle », il essaie de dire aux entrepreneurs « Laissez tomber et soutenez Caiado, qui a peut-être une chance de battre Lula. » Mais, d'un autre côté, il dit aussi que le Centrão est avec Lula. Donc, il indique que son premier choix est Caiado et, en second, Lula et non Flavio. Il indique au groupe, aux entrepreneurs « Au second tour, je vais officiellement rester neutre, mais il se peut même que je sois plus du côté de Lula que de Flavio. » C'est ce qu'on peut déduire de cette analyse de Kassab.